Et donc, le principe, c'est qu'à chaque fois que l'un d'entre vous vient s'asseoir sur un fauteuil, il y a une des personnes qui est autour de la table qui va s'asseoir dans le public. Donc on a comme ça une table ronde qui va pouvoir tourner. Et donc j'invite les premiers qui voudraient poser des questions, apporter un avis, une expertise ou un retour sur ce qui vient de se dire et de se passer. Voilà, ben, allez-y, installez-vous. Et au moment où vous allez vous installer, il y a une des personnes qui va se lever pour prendre place dans le public. Et donc je vous laisse commencer. Avec deux règles, une limitation de format de prise de parole, donc pas plus de 2-3 minutes, et ceux qui ont envie de venir parler s'installent pour qu'il n'y ait pas comment dire, un trop gros écart de temps, hein, qu'on ne perde pas trop de temps. Alors allez-y, et donc l'autre règle c'est qu'il faut parler bien fort pour qu'on continue à entendre au fond. Moi je vais me lever parce que sinon ça va pas le faire. Bonjour à tous. Bonjour à vous. Alors c'est dommage parce que j'avais à la fois une réponse et une question, mais la question était surtout pour la dame qui vient de partir. C'est pas grave, je la poserai quand même pour vous après. La réponse, elle vient par rapport, quand vous avez été plusieurs à l'évoquer, en fait, M. Thibault en dernier. Comment est-ce qu'on relie la technologie, le numérique, puisqu'on est là pour parler de ça, on a tous des plateformes à présenter, enfin on est tous là parce qu'on a une partie de technologie dans notre process, et le réel. On parlait tout à l'heure d'IRL, enfin je ne sais plus qui a fait notre présentation, in real life. En fait, nous évidemment à ma voix on s'est posé la question, ça va de soi que quand on se concentre sur des outils numériques, immédiatement on exclut tous ceux qui ne l'utilisent pas. Et on est bien conscient que les gens qui sont connectés ne représentent pas l'ensemble de la population. Donc ça c'est un constat, c'est évident. C'est pas pour autant qu'on va se défaire des plateformes qui sont un outil fabuleux, qui sont un outil de concentration des idées et surtout de confrontation, de partage. J'ai entendu aussi, je ne sais plus qui disait, qu'on ne partageait pas, on n'échangeait pas, on avait un peu chacun son idée individuelle, alors qu'en fait c'est... Oh, on délibère. Si vous voyez les outils qu'on utilise et combien de temps on délibère sur chaque idée, c'est juste affolant. Enfin, bon. Donc oui, on délibère beaucoup et l'idée c'est justement d'ouvrir cette délibération au plus grand nombre. Donc ça c'est une chose, mais surtout dans la confrontation avec le réel, nous on a abordé cette question à Strasbourg et on s'est dit quand on sera en place, parce que pour l'instant on est un peu tous en co-construction, quand on sera en place, l'envie qu'on a ou l'idée qu'on a eue, est-ce qu'on arrivera à la mettre vraiment concrètement en place, mais une des idées qu'on a proposées, c'est de mettre du réel auprès des personnes qui ne sont pas connectées, par exemple en rétablissant des espèces de conseils de quartier ou une sorte de permanence municipale. C'est se dire du service public, il y en a à des degrés différents dans toutes les institutions, des bureaux de poche, on essaye d'en avoir à peu près partout, des mairies, enfin bref, des permanences. Et en fait, l'idée de ma voix, c'était de dire, ok, on a la plateforme numérique pour tous ceux qui peuvent se connecter, mais ce qu'on veut faire aussi, c'est se confronter à tous ceux qui ne peuvent pas aller sur le numérique, soit parce qu'ils n'ont pas envie, ils n'aiment pas, ils ne savent pas, ils sont trop âgés, ils ne sont pas équipés, et de pouvoir en fait, là l'idée de ma voix c'est de faire une plateforme sur laquelle on vote pour toutes les lois, dire oui, non, je m'abstiens. Bah là ce qu'on va faire c'est venir avec un ordinateur, enfin c'est une des idées qu'on a évoquées, c'est de venir avec un ordinateur, par exemple un samedi sur 2, et dire bah voilà, vous qu'est-ce que vous en pensez? Il y a cette loi qui est en train d'être votée, il y a cette loi qui est en train d'être décidée, nous on participe à l'élaboration de la loi, et ben vous... Madame Michel, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Et donc en fait le réel, on s'y retrouve confronté tout le temps et on essaye justement au contraire de se sortir du tout numérique parce que c'est hyper important. Et on le fait nous aussi par les réunions, c'est-à-dire qu'on essaye de plus en plus de se voir et de se rencontrer, d'échanger parce que l'humain en fait est au cœur de toutes nos démarches à mon avis et que du coup le numérique ne peut pas remplacer ça. Je vous invite à vous asseoir du coup, et est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ça autour de la table? Et puis après, il y a toujours une chaise de libre, donc n'importe qui peut venir s'asseoir. Donc il faut que quelqu'un quitte la table au moment où... Peut-être une relance d'une question, pour moi, qui est une question de fond, alors qui renvoie à ce que Bastien François disait sur la production des savoirs, des connaissances, c'est que le numérique est fondé sur un ordre computationnel, c'est-à-dire l'idée qu'on peut représenter dans des écritures, dans des formats, dans des graphiques, dans des formes numérisées, la totalité des expériences.
Et là, il me semble qu'il y a une philosophie, il y a un combat philosophique qui s'ouvre, qui est de celui de, quand on parle du réel, enfin comme s'il y avait le réel qui serait une espèce de truc, voilà, dans lequel on peut puiser et qu'on encode, et un autre état du monde qui serait le 1-0, en fait, projeté. Et il me semble que là, il y a une réflexion de fond à avoir sur ce qui est représentable, ce qui est non représenté, ce qui est mal représenté, et donc discuter des catégories, des codes, des algorithmes, effectivement, et les poser, les ouvrir, c'est-à-dire ne pas les considérer comme des solutions, mais comme des problèmes, parce qu'effectivement, la représentation politique, et c'est vrai que l'isoloir c'est un exemple, il y en a plein, on est entouré d'objets qui nous constituent notre monde politique, qui le formatent. Voilà. Le terme de format, d'ailleurs, dont Thévenot a beaucoup abusé, c'est quelque chose qui est très fort. L'idée que voilà, il y a un format. Par exemple, moi j'ai voulu faire un emprunt dans une banque. Je trouve que je suis fonctionnaire, je m'excuse. Hein. Il y avait CDI, CDD, voilà, ils s'en sont rendus compte, ils sont remontés à la direction générale, personne ne s'en était rendu compte. Et donc on voit bien que les catégories, c'est déjà une représentation politique, et que, voilà, un questionnaire, la manière de présenter les options, alors on va le voir avec Notre-Dame-des-Landes, c'est un exemple, un référendum local, ou non, comment c'est formulé, comment c'est configuré. Et donc il me semble que cette intermédiation, enfin cette médiation, les signes, les formes de calcul, les formes de représentation sont, entre le réel et le numérique, sont vraiment interrogées. Pas considérer qu'il y a, je dirais, une évidence du computationnel. Simplement, comme le chercheur. Ah. Non, moi ça me rappelle Audrey Tang, donc cette civique hackeuse taïwanaise là, qui est venue ici au mois de mars. Et moi je trouvais qu'elle avait une posture très à la fois cohérente et humble aussi, parce qu'elle expliquait comment les civic tech, comment l'éthique qu'ils avaient par rapport à leur action et le fait qu'ils s'attaquaient à des problématiques dont ils savaient que les premiers concernés étaient des utilisateurs des réseaux du numérique et des réseaux sociaux. Donc ils ont travaillé sur Uber, comment lutter contre Uber. Ils savaient que les utilisateurs d'Uber étaient connectés, que les taxis qui font Uber sont également connectés. Donc il y avait une forme de légitimité à venir sur ces questions-là et à les traiter avec ces formes-là. Mais elle disait, par exemple, sur un débat comme le mariage pour tous, non, on considère qu'on n'est pas légitime parce que là, dans ce cas-là, nos usagers ne sont pas représentatifs de ceux qui sont concernés par cette politique publique. Donc je pense qu'on a certainement une leçon à tirer et qu'on a peut-être intérêt à baisser le niveau d'exigence, de généralité des actions civic tech. Je suis surpris qu'on interroge la représentativité et l'accessibilité des solutions numériques, c'est une très bonne chose, mais il me semble qu'on devrait l'évaluer à l'aune de l'accessibilité des solutions actuelles. C'est-à-dire que nous dire effectivement que les Canacs ne vont pas utiliser une application numérique, absolument. Je suis totalement d'accord avec vous. Pour autant, c'est pas parce qu'on a un plan local d'urbanisme qui est en attente à la mairie qu'ils vont plus y aller. Et en fait, on a plein de problèmes pour tout le monde. C'est-à-dire que il y a un problème de légitimité et de représentativité des institutions en place. Je pense qu'on peut dire effectivement, oulala mon Dieu, mais on a seulement 80% des foyers qui sont équipés d'un accès à Internet à la maison. Soit, on a combien de personnes qui vont voter? On se rend bien compte que le problème n'est pas d'abord de l'accessibilité. Avant de penser à l'accessibilité numérique, il y a l'accessibilité, effectivement, on parle d'accessibilité symbolique. Avant de penser à est-ce qu'on représente l'information et la complexité sous la forme de bits ou sous la forme de papier, je veux dire, avant même ça, le problème n'est pas l'encodage, le problème est le langage qui est utilisé. Je peux vous faire un formulaire papier qui est encore plus incompréhensible qu'une application web. Donc voilà, je pense qu'effectivement c'est important de questionner l'accessibilité et la représentativité qu'on a à ces outils numériques. Il me semble que si on veut évaluer cet aspect-là, il faut aussi évaluer l'accessibilité actuelle. Et franchement, à mon sens, si on fait la somme de possibilités d'accessibilité, mais aussi d'amélioration qui peuvent venir avec un outil aussi fluide que le numérique, on est bien gagnant
avec le numérique, qui est plus facilement, avec lequel on peut plus facilement mettre des médiateurs sur le terrain directement. On peut plus facilement distribuer la médiation avec un outil numérique qu'avec les modalités d'accès actuelles. Bon, alors, juste une petite réponse sur les canards. Vas-y. Ce qui s'est fait quand même sur les canards, c'est qu'effectivement, dans un premier temps, ils avaient fait la carte qu'ils avaient mis à l'Amérique. Personne ne venait à l'Amérique. Personne ne venait à l'Amérique. Donc ce sont les Kanaks eux-mêmes qui se sont rendus compte qu'ils allaient aller se promener avec leur carte un peu partout. Bon, donc je suis bien d'accord avec le fait qu'il ne faut pas juger et tout réduire à ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que ces approches soient complémentaires. Et qu'avant de nous dire, nous on est les petits génies du siècle, vous êtes des vieux cons, vous n'avez rien compris, on va tout casser, on va tout hacker, toutes les élections, on va tout détruire, et puis on va vous montrer que nous, ce qu'on va faire, c'est bien plus génial. Parce que ça, je trouve ça un peu enfantin. Je pense qu'il faut commencer par tester des expériences sur le terrain. C'est-à-dire dire, vous êtes effectivement géniaux, vous avez des idées fantastiques, pas que vous, il y en a d'autres avec qui j'ai travaillé sur ces questions. Oui, bien sûr, c'est génial, mais attention, il y a aussi des tas d'idées sur lesquelles c'est complètement réducteur. Et je suis d'accord sur le fait qu'il faut aussi comparer par rapport aux réductions actuelles, mais c'est pas pour tout supprimer d'un coup. Il faut expérimenter. Alors expérimenter, c'est tant mieux parce que c'est ce qu'on vient de faire à Strasbourg, parce qu'on a fait une expérience terrain tout de suite. Et ensuite, j'en reviens du coup à la question que j'ai oublié de poser tout à l'heure, qui vous concerne, mais qui concerne, comme je vous disais, surtout madame qui est partie. C'est que, en fait, j'ai entendu beaucoup dans vos bouches le mot problème. Je n'ai pas réussi à compter combien de fois elle l'avait dit tout à l'heure. Ça m'a que dépassé. J'ai entendu beaucoup le mot tension, en fait. J'entends beaucoup le mot critique. Alors c'est bien parce que ça nous permet aussi nous de nous construire et d'apporter quelque chose. Mais je voudrais juste savoir, alors vous en avez relevé, je voudrais juste savoir ou être sûr que vous en avez quand même retenu quelque chose de positif parce que je m'en inquiète. Non, mais c'est pour ça que j'ai bien dit tout à l'heure que c'est le réflexe universitaire qui consiste à faire les compliments très vite et à faire beaucoup de critiques. Alors, moi j'ai juste une interrogation, quelque chose qui me marque, c'est que c'est pas dans le domaine du politique, mais dans le domaine de l'entreprise aujourd'hui. On voit beaucoup émerger, on utilise ces mêmes outils qu'on trouve aujourd'hui de côté démocratique, et il y a les mêmes questions qui se font jour. Enfin, on en parle de plus en plus des entreprises libérées, et il y a beaucoup de questions sur l'organisation, d'autres formes d'organisation de la démocratie, vaste mot, comme on a dit tout à l'heure, qui a plein de sens. Et on voit en fait que les questions qui se posent dans le champ du politique résonnent ou font écho à des questions qui se posent dans d'autres champs. Moi, je voulais intervenir sur l'aspect justement que on essaye de réinventer un peu par le code les formes d'organisation sociale et autres. Et du coup, ça peut être intéressant effectivement parce que ça accélère beaucoup les choses sur la participation. Si on trouve un bon outil, peut-être qu'on peut faciliter beaucoup de choses. Et je pense que la seule chose qu'il faut être conscient, c'est que ce code, il faut qu'il soit ouvert aussi à comme les institutions devraient être ouvertes à leur propre redéfinition. Donc sinon, c'est moins forcément démocratique. Il y avait juste une autre chose, c'était par rapport... Un civic hall va être créé à Paris et au sein de ce civic hall, a priori l'ensemble des associations, collectifs, mais aussi les chercheurs et les universitaires intéressés par ces questions devraient a priori travailler ensemble. L'ensemble des points que vous soulevez, personnellement, me touchent parce que beaucoup des questions sont en tout cas certainement pas fausses, d'autres sont très justes. D'autres touchent à des sujets très compliqués. Comment, ensemble, la combinaison ne va pas seulement, c'est vous madame, je crois, qui l'évoquiez, mais nous tous aussi. Alors certains sont plus proches d'autres. Néanmoins, l'enjeu, à très court terme, à moyen et long terme, sera l'articulation de tous. La critique, et pour avoir été longtemps formée à la critique moi-même, est très utile. Elle devient formidable lorsqu'elle aide à avancer et ce sont vraiment ces articulations à toutes les échelles et à tous les niveaux du millefeuille
qui permettront justement une coordination peut-être probante. Et il y aura des échecs, personne ne sait aujourd'hui. L'essentiel est d'essayer. Parfois, personnellement, je le redis, certaines choses me dérangent, mais je ne sais pas. Et c'est très très compliqué quand on est un chercheur, un intellectuel ou formé à la question, de ne pas toujours trouver de réponse. Pourtant, quand on est chercheur et qu'on travaille dans la recherche, on part à la recherche de questions, parce qu'on sait qu'il n'y a jamais de bonne réponse. C'était ce que je souhaitais.